Bonjour et bienvenue au podcast Les Murmures du Boulier. Ici, chaque boule tirée raconte une histoire, mais pas seulement l'histoire d'un jeu, c'est l'histoire des organismes, des clients, des partenaires et de tous les gens qui gravitent dans le milieu du bingo dans notre région. Le bingo, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un lieu de rencontre, un moteur de solidarité et un soutien bien réel à notre communauté. Aujourd'hui, on tend l'oreille à un organisme qui œuvre dans un milieu qu'on entend beaucoup parler, l'itinérance. Un sujet sensible au cœur de l'actualité, mais qu'on va voir d'une toute autre façon aujourd'hui, grâce à l'organisme La Hutte. On tend l'oreille à cet organisme. Vous allez voir que chaque mot, chaque geste peut faire une grande différence dans toutes les vies. Bonne écoute. Bonjour, on est avec Samuel et William de l'organisme La Hutte, qui est ouvert depuis 2008 et à Saint-Jérôme depuis 2023, si je ne me trompe pas. Exactement. Exactement. On vous reçoit aujourd'hui parce qu'on veut en connaître plus sur La Hutte. On sait que vous êtes une des plus grandes ressources pour aider au niveau de l'itinérance dans la Naudière et Laurentide, Joliette, Terrebonne, Saint-Jérôme tout récemment. Mais au-delà de tout ça, on voudrait savoir qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos services, parce qu'on sait qu'il doit y avoir des repas, de l'hébergement, mais vraiment pour orienter les gens, savoir ce que vous faites. On veut connaître les petits détails là. Bien, en fait, La Hutte, tu l'as bien expliqué, Sarah, là, c'est plusieurs maisons d'hébergement, en fait, qui offrent de l'accompagnement pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, on accueille des gens dans nos ressources. C'est 18 ans et plus. C'est une ressource qui est mixte aussi, donc des hommes et des femmes. Puis, on est vraiment axé là, sur la réinsertion sociale. Donc, on va les accueillir d'abord dans nos locaux. Par la suite, on va établir avec eux là, des plans d'intervention pour vraiment, dans le fond, les aider à ce qu'ils puissent retrouver un logement de manière stable et de manière pérenne. Puis, évidemment, de par la complexité du phénomène d'itinérance, puis de par le fait que c'est une réalité qui est multifactorielle, mais on a besoin de partenaires dans la communauté qui, eux, ont des expertises en lien avec les problématiques que les gens vivent. Je donne à titre d'exemple les enjeux au niveau de la consommation, au niveau de la santé mentale, tout ce qui est en lien avec le retour à l'emploi. Évidemment, là, nous, on ne peut pas être spécialiste de l'ensemble de ces domaines-là, mais on offre l'hébergement, puis on travaille de pair avec nos partenaires dans les différentes communautés là, pour pouvoir arrimer ces personnes-là qui ont des besoins précis, puis qui puissent là, consolider les enjeux qui font en sorte qu'ils vont se ramasser en situation d'itinérance. OK, parfait. Puis j'imagine, quand on parle de partenaires, j'imagine qu'il y a des psychiatres, des infirmières, il y a différents cadres de métiers vraiment pour aider à soutenir ces personnes-là. Oui, puis... effectivement. La majorité là, des intervenants psychosociaux ont soit des formations en travail social, éducation spécialisée, psychoéducation, évidemment. On a des criminologues. On a aussi une infirmière là, du côté de Terrebonne. Puis aussi, évidemment, on travaille en proximité avec les équipes cliniques, là, soit du CIS de la Naudière, du CIS des Laurentides, qui, eux, ont psychiatres, médecins. Et tout ça, on n'en a pas là, encore actuellement dans nos locaux. Il y a un nouveau service là, qui va être déployé du côté de la Naudière, en fait, là, le service PRISM, donc le programme de réaffiliation itinérance santé mentale, où ce que là, en fait, là, c'est 12 lits réservés pour des gens qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale. Puis là, s'ils acceptent, en fait, là, l'accompagnement, le programme, bien là, c'est une psychiatre avec un médecin là, spécialisé en dépendance qui viennent à la rencontre dans nos installations puis qui assure le suivi, en fait, là, au niveau de la médication, entre autres. Là. C'est vraiment complet comme service. C'est beaucoup plus que juste de l'hébergement comme ça. Puis, Absolument, c'est ça. C'est sûr que le cœur de nos activités est vraiment l'hébergement, mais on a aussi une panoplie de services qui est plus au niveau qu'on dit à l'externe. Donc, là, ce qu'on appelle là, dans le jargon le SRA, le SRA, ce qui est l'acronyme pour dire stabilité résidentielle avec accompagnement. Donc, autant pour les gens, soit le volet préventif, donc pour quelqu'un qui serait à sa première là, épisode d'itinérance ou qui est sur le point de perdre son logement. Fait que de manière préventive, on peut recevoir des appels
essayer de travailler avec eux, voir comment on peut éviter que la personne vive une première épisode d'itinérance. Mais on a aussi là, ce qu'on appelle le volet comme plus post-hébergement. Donc, pour les gens qu'on accueille chez nous, qui font un processus de réinsertion, qui consolident certaines habiletés. Je vous donne un exemple, mettons, apprendre à faire à manger, l'épicerie et tout ça. OK. Ben, on peut proposer, là, une fois que la personne est plus solide, qu'elle souhaite partir en logement, ben, on peut poursuivre en fait l'accompagnement avec la personne là, dans son logement. Fait qu'on va établir encore une fois des plans d'intervention, puis en fonction des besoins puis du rythme de la personne, ben, on va aller la rencontrer 1 à 2 fois semaine. Pour certaines personnes, c'est aux 2 semaines. Pour d'autres, c'est 1 fois par mois. Fait qu'on s'adapte vraiment là, aux besoins des gens puis à leur réalité. Quand on parle d'hébergement, on parle d'une durée en moyenne ou... En moyenne, je vous dirais là, en fonction, parce qu'au niveau de l'hébergement, on a comme deux grands services. On a ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence transitoire, donc là où les personnes vont cohabiter, vont partager une chambre avec 1 ou 2 autres personnes. Puis on a aussi notre volet de chambre de transition qui est plus comme volet préparation au retour en logement, où ce que là, les personnes vont comme vivre une espèce de pratique en colocation. Fait qu'ils vont avoir leur chambre qui est propre à eux, mais dans un contexte où ils doivent cohabiter, partager une cuisine, salle de bain, buanderie et tout ça. Donc, en fonction, à votre question initiale, c'est quoi la durée de séjour? Bien, ça va varier évidemment en fonction des services. Nous, à l'organisation, on aime moins travailler avec la notion là, de dire, mettons, vous avez 30 jours pour vous trouver un emploi. Non, ou c'est 30 ça, pas de jours deadline. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que d'y aller de cette manière-là, bien, ça ne va pas vraiment permettre aux gens de se mobiliser puis de prendre le temps nécessaire pour pouvoir consolider les choses qui sont à consolider. Ce qui fait en sorte que on reste, les gens qu'on accueille savent qu'ils ne peuvent pas rester ici ad vitam aeternam, mais tout de même, on préfère prendre le temps nécessaire. S'il faut que ça prenne 3 mois de plus pour qu'il soit plus solide ou qu'elle soit plus solide, on va prendre ces 3 mois-là pour vraiment qu'une fois qu'elle est déployée, qu'elle est en logement, bien que tout se passe bien. Que tout se passe bien, puis qu'elle ne retourne pas, qu'elle ne refasse pas un parcours de la vie. Ça respecte le rythme vraiment de chaque personne, vu qu'ils ont toutes des problématiques différentes. Exactement. Mais pour vous donner une idée environ, là, la moyenne des séjours là, au niveau des chambres de transition là, est autour de 90 jours. OK. Puis au niveau de l'urgence transitoire, là, on est plus autour de 45 jours. 43, 45 jours. Puis vos postes au sein de l'organisation, c'est quoi exactement? Bien, c'est sûr, sur le plancher, on a des intervenants. On a 3 corps de travail, donc corps de jour, corps de soir, corps de nuit. OK. Ben, comme Samuel disait un peu plus tôt, c'est vraiment varié. On a des travailleurs sociaux, des gens qui ont fait éducation spécialisée, technique en délinquance. C'est très, très large au niveau du parcours scolaire que les gens ont eu. Donc, sur le plancher, c'est principalement ça. On a coordinateur Samuel, puis on a aussi des chefs d'équipe dans chaque point de service pour cadrer un peu le travail qu'on fait quand on a des questionnements aussi pour venir appuyer notre travail. Puis toi, tu fais quoi, Samuel? Intervenant. Intervenant directement. Ouais. Fait que William est intervenant de jour. Moi, je suis coordonnateur clinique. Donc, j'ai le mandat de m'assurer là, de la cohérence des pratiques qui sont déployées là, autant ici à Saint-Jérôme que du côté de la Nodière. Okay. Aussi, là, le mandat au niveau de la formation. Quand on déploie, en fait, là, on est dans... Actuellement, là, on revisite, en fait, nos différents services, nos pratiques et tout ça. Donc, là, je suis appelé à mettre sur pied des petits comités où on rédige, en fait, nos cadres de référence. Puis là, évidemment, de tout ça découle après ça la formation à les donner là, à l'ensemble des intervenants là, pour s'assurer vraiment qu'on soit dans les bonnes pratiques puis qu'on soit cohérent là, en termes de services qu'on offre. Avez-vous des bénévoles? Avez-vous des gens qui vous donnent un coup de main sur des plans... Ou c'est vraiment seulement des personnes avec... Avec vraiment des formations? Ouais. Bien, la majorité... Oui, à quelques moments, on a des fois des bénévoles, des partenaires dans la communauté. Là, j'ai à titre d'exemple... les résidences Floréa qui, souvent dans le temps des fêtes, se proposent à venir offrir le repas, donc venir préparer le repas et tout. Ils le font sur une base, évidemment, bénévole, mais
je vous dirais, pour les activités du quotidien, là, l'ensemble là, Non, des c'est ça. personnes, c'est vraiment des gens qui sont employés, en fait. Là, fait qu'autant au niveau de l'équipe de gestion, on a aussi des pairs aidants dans nos équipes de travail, OK. donc des experts de vécu, des gens qui ont Qui ont passé... déjà vécu ça dans le C'est passé. ça, Qui ont en passé fait, qui par ont nous. même passé dans nos services. OK. OK. Puis qui vraiment, là, qui sont merveilleux, en fait. Là, puis Ils sont qui la permettent... preuve que ça fonctionne. Exactement, puis qui permettent aux gens qui arrivent chez nous souvent désemparés, en perte d'espoir, de pouvoir être en contact avec quelqu'un qui a passé sensiblement par le même chemin, ouais. puis de voir que c'est possible de s'en sortir. Donc, c'est ça. On a aussi des chefs cuisiniers, hein, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais évidemment, on accueille, là, c'est pour les 3 points de service, ça totalise 180 places d'hébergement. OK. Ce qui fait en sorte que, puis pour la bonne majorité, bien évidemment, les repas sont fournis. Donc, jadis, moi, quand j'ai commencé, ça fait 5 ans que je suis pour l'organisation, mais quand j'ai commencé, c'était les intervenants qui s'occupaient de la nourriture et tout. Là, avec notre expansion, là, puis le fait qu'on grandit, puis qu'on répond davantage à un plus grand nombre de personnes, un plus grand bassin de population, bien là, ça fait en sorte qu'on avait besoin d'aller chercher des chefs cuisiniers qui, là, gèrent tout aussi, là, la réception, évidemment, des dons alimentaires qu'on reçoit, toute la logistique là, au niveau de la cuisine. Ben, le fait d'avoir vraiment quelqu'un qui est 100% là-dessus, ben, ça laisse tout l'espace après ça aux intervenants de pouvoir Ça enlève vraiment un offrir. stress. C'est ça, ça enlève un stress, puis ça permet d'offrir l'accompagnement. Là, Quand tu dis 180 endroits d'hébergement, place d'hébergement. Ouais. on parle de, excusez le terme, là, mais d'un style de dortoir, ou on parle vraiment des maisons, des appartements? Oui, c'est vraiment, il faut vraiment le voir un peu comme une maison milieu de vie en termes de lits de dortoir, parce qu'on a aussi un service de dortoir, mais on a 18 places de dortoir réparties dans les 3 points de service, donc ce qui fait 6 places de dortoir là, par point de service. C'est vraiment, c'est ça, c'est le service où ce que, là, les gens doivent téléphoner. On les intègre à partir de 15h30. Évidemment, ils ont accès au repas, prendre une douche et tout ça. Ils ont accès à un lit aussi pour la nuit et doivent quitter là, le lendemain avec leurs effets. Mais c'est ça. Je vous dirais le 90% de nos 180 places d'hébergement, si on enlève 18, mettons qu'on arrondit à 20, ça totalise 160 places d'hébergement qui restent temporaires, mais que là, les gens vont être hébergés. Ils n'auront pas à quitter le matin. Fait qu'une fois que la personne est intégrée dans nos services, bien là, elle reste là à tous les jours. C'est dans des... Comment je peux l'expliquer? C'est dans des maisons avec des chambres ou... Ben, c'est comme... pas 180 maisons collées Non, sur c'est pas l'autre, 180 maisons. C'est trois centres d'hébergement, si on peut dire. Puis là, ben, c'est divisé... au niveau de l'urgence transitoire, ben là, il y a des chambres. Puis là, au niveau des chambres de transition, là, on est vraiment dans les appartements. En fait, là. Fait que... C'est des très beaux appartements. En plus, j'ai vu des photos sur le site Internet. Tout ça, c'est vraiment bien. Là. Ben, c'est le fait aussi, c'est une construction qui est nouvelle. Là, donc, à Saint-Jérôme, c'est très, très récent. C'est très récent. Là. Est-ce que c'est plus vieux dans la région de Joliette-Terrebonne ou c'est sensiblement pareil? Ben, Terrebonne, c'est notre maison mère. Fait que on a fait des agrandissements là, au courant des années là, pour évidemment continuer de répondre aux besoins de la population, accueillir plus de gens avec les besoins grandissants. Fait qu'elle a un beau petit look rustique, évidemment. C'est une maison centenaire et tout. Oui. Mais là, les agrandissements sont un petit peu plus modernes, évidemment. Puis du côté de Joliette aussi, là, c'est des installations qui sont assez neuves. Là, de mémoire, il me semble que ça a été construit en 2021, 2022. Mais c'est ça. Ouais. Au niveau de l'hébergement, j'ai vu qu'il y avait peut-être une nouveauté qui s'en venait en 2026. J'ai vu des appartements pour mères et enfants mineurs. Oui. C'est un nouveau projet, ça, qui s'en vient? Oui, absolument. Je ne sais pas si William, tu veux en Oui, parler. dans le fond, c'est un projet qu'on va avoir. Ça va consister de 60 logements. Ça va être divisé 20 pour les familles. Ça, c'est super bien parce qu'en ce moment, il y a comme admettons, une famille qui tombe en situation d'itinérance. Il n'y a pas vraiment de ressources. C'est très peu les ressources qui peuvent venir héberger ces gens-là, leur aider dans cette situation-là. C'est souvent pour les personnes individuelles. Exactement. Donc, on va avoir 20 places pour les familles, 20 places pour les jeunes. Jeunes, moi, je me trompe, 18-25 dans ces eaux-là. 18 jeunes issus de la DPJ Centre Jeunesse. OK. Qui quittent le centre jeunesse puis qui là, ils se ramassent avec. Ouais, exactement. On sait que ça À arrive partir à zéro. beaucoup. C'est ça. Ouais.
puis un autre 20 pour les personnes âgées. OK. Parce que malheureusement, on suit les courbes démographiques. Hein. La population en situation d'itinérance est vieillissante autant que la population générale. Donc, on est de plus en plus confrontés, malheureusement, à nos aînés qui vivent cette situation-là, qui se ramassent souvent même pour une première fois dans leur vie, avec toute la conjoncture économique, toute l'augmentation des prix de loyer, du coût de la vie. Là. Puis c'est des gens qui ont travaillé une bonne partie de leur vie, puis ben là, eux autres, leur revenu ne va pas augmenter. Il ne va pas en augmenter, ça rajoute à la complexité du chose, phénomène. Oui. C'est ça. Ça, j'imagine que durant parce qu'on entend beaucoup plus parler de l'itinérance, c'est un gros sujet là, dans les nouvelles à tous les soirs, ce n'est que ça. Là. Depuis les 5 dernières années, là, c'est quoi les plus gros enjeux qui se sont manifestés? Là? Est-ce que les subventions, les aides suivent ou il faut vraiment continuellement vous battre et essayer de trouver de l'aide? Là? Bien, c'est sûr que l'aide, heureusement, suit. Évidemment, il faut quand même travailler à tous les jours pour... L'argent ne tombe pas du ciel, comme on peut le dire. Non. Fait il faut quand même travailler par rapport à ça. Mais ça se passe bien par rapport à ça. Je vous dirais, nos enjeux, c'est peut-être plus ponctuel, mais là, avec l'arrivée de l'hiver et tout, on ne vous l'a pas mentionné, mais on a aussi un service de halte chaleur. Qui est ouvert là, du 1er novembre jusqu'au 31 mars pendant la nuit. Puis dans les périodes de grand froid aussi, là, on l'ouvre. Là, on peut l'ouvrir là, dans des mesures d'exception dans le jour pour éviter que le monde se gèle dehors et que la santé soit compromise. On a l'aide du gouvernement, on reçoit les subventions et tout, mais... là, c'est plus je vous dirais, c'est toujours le moment de l'hiver, c'est toujours un moment où on voit une augmentation, évidemment, là, qui apparaît dans nos services. C'est un moment qui nous demande, comme communauté, justement, de devoir s'assurer d'offrir des trajectoires, s'assurer, en fait, qu'il n'y ait pas trop de services pour les gens en situation d'itinérance, donc que ce soit de jour, de soir, de nuit. Fait que je vous dirais, là, c'est ça, les enjeux plus précisément là, actuellement en lien avec ça, c'est vraiment là, l'arrivée de l'hiver, puis là, c'est ça, l'augmentation des demandes, puis là, c'est ça, ce travail qui doit être fait de s'assurer qu'il n'y a pas trop de services dans notre communauté. Là. Ouais. Qu'il y ait un service en continu. Exactement, c'est ça. Puis au niveau de la communauté, parce qu'on a parlé, on ne prend pas vraiment de bénévoles, surtout des personnes qui ont des connaissances. Mais si, admettons, moi puis Jen, on veut aider, parce que l'hiver arrive, est-ce que vous ramassez des dons, les manteaux d'hiver, ces choses-là? Est-ce que c'est des choses qu'on peut aider, que les gens en général peuvent participer? On prend, c'est sûr, tout ce qui est dons de vêtements, justement, que ce soit pour nos résidents, les gens qui restent chez nous, ou même les personnes qui ne sont pas dans nos services ou qui viennent à la halte. On a comme un petit local en bas avec des vêtements et tout. Donc, les gens ils peuvent venir prendre un dépannage vestimentaire s'ils ont besoin quoi que ce soit au niveau du linge. Donc, c'est sûr, que ce soit des partenaires, des gens de la communauté qui viennent faire des dons, c'est avec ça qu'on peut se permettre de donner ce service-là aux gens. Okay, on prend aussi, c'est plus touché, on prend aussi des denrées alimentaires, mais évidemment, vu qu'on est régi par la MAPAC, ça doit être des canages fermés ou ça doit être des choses, mettons... Je peux pas cuisiner mon petit pâté chinois puis venez vous le porter. Exactement, là. Okay. c'est ça. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus touché, mais pour tout ce qui est denrées non périssables, évidemment, on est preneur aussi. Ça, c'est bon pour les 3 centres de services, Joliette, Saint-Jérôme, Terrebonne, vous prenez tout ça. Absolument. Parfait. Ah, ben ça, c'est bon, ça. Puis, au niveau, là, on parle de dons, justement, d'aide monétaire. Depuis 1 an, bientôt, vous faites affaire avec le Bingo des Laurentides. Vous êtes rentré dans nos 18 organismes. Je voulais savoir qu'est-ce que le Bingo avait changé durant cette dernière année avec les dons qu'on vous donne, puis qu'est-ce que ça peut vous amener aussi là, dans les nouveaux projets. Là, comment vous voyez, dans le fond, l'aide du Bingo des Laurentides? Bien, c'est une aide formidable, en fait, que vous nous offrez parce que, tu sais, là, on vous parlait que, nous, le cœur de nos activités, c'est vraiment l'accompagnement vers la réinsertion sociale. Fait puis, oui, on a des populations là, plus vieillissantes, mais on a aussi beaucoup de jeunes, évidemment, dans nos services. Je vous donne à titre d'exemple, là, une jeune, là, en fait, là, issue des centres jeunesse qui est arrivée chez nous. Vraiment, le profil, c'est ça, là, n'a jamais vraiment connu ses parents. Un peu, là, c'est ça, au niveau de la quête identitaire, c'est un petit peu plus difficile. Puis c'est une dame qui souhaitait retourner aux études, mais qui n'avait pas nécessairement là, l'argent là, pour pouvoir là,
faire venir les papiers même pour compléter ou plutôt débuter une demande. L'argent que le partenariat qui est établi avec le bingo permet justement à pouvoir soutenir ces personnes-là, ces jeunes-là. Fait qu'on a pu justement lui payer les frais qu'elle avait besoin de payer pour pouvoir entamer son retour aux études. Ça peut aller même une autre personne qui là, avait besoin, mettons, de cap d'acier parce que ça fait partie là, pour qu'elle puisse la tenue vestimentaire qui est requise là, pour le travail. Fait que là, on a pu justement débourser là, les capes d'acier pour permettre à la personne de pouvoir là, commencer un emploi puis se redéployer là, dans la communauté. Tout aussi le volet, évidemment, là, nous, notre objectif, c'est vraiment d'amener les personnes en logement de manière stable et pérenne. Puis, un peu comme, je présume, vous avez eu droit là, quand on est parti de chez papa, chez maman, on a l'espèce de trousseau, le kit de départ. Fait que le partenariat avec le bingo nous permet justement de pouvoir faire l'achat de mini-frigos. Ça peut aller loin, le mini-frigo, micro-ondes, kit de vaisselle, kit de literie, vraiment pour ustensiles, nourriture aussi. Fait que vraiment pour permettre à la personne que quand elle arrive, elle a quelque chose sur laquelle elle tient, qu'elle ne veut pas perdre. Puis aussi que c'est le fun d'intégrer un logement, une place que là, t'as ton lit, t'es déjà bien parti. C'est vraiment dans le concret. Là. On voit directement les bienfaits des dons du bingo. Ah oui, absolument. Okay. Absolument. Super. C'est sûr, tout au niveau de ce qu'on fait au quotidien avec les gens. Les repas sont fournis dans nos services. Donc, que ce soit au niveau alimentaire, toutes les petites choses qu'on a besoin pour faire fonctionner la ressource, s'assurer que les gens, leurs besoins sont répondus, ça l'aide concrètement avec ça aussi. C'est merveilleux. On est très contents de vous avoir parmi nos organismes. Très content aussi. Dans le fond, on voyait que c'est vraiment très, très, très concret ce que vous faites avec l'argent du bingo, que ça l'aide énormément. Est-ce que vous avez d'autres projets? Ça, mettons, là, on fait des records incroyables de vente au bingo et qu'on vous remet beaucoup plus de sous. Avez-vous des projets que cet argent-là de plus que vous voudriez faire? C'est une excellente question. Quel projet? Où voyez-vous, mettons, être dans 5 ans, mettons, avec ce qu'on nous, on vous apporte. Pas juste nous, là, mais c'est sûr que, tu sais, là, avec l'arrivée du 60 logements et tout ça, tu sais, tout ce qui est en lien avec le fait de devoir meubler ces appartements-là, de préparer, là, en conséquence, là, les gens qui vont intégrer, là, au niveau de ces nouveaux appartements-là. Sinon, en termes de projets plus concrets... 60 logements, principalement ça. Ouais. Puis c'est sûr, comme on disait tantôt, on a de plus en plus, admettons, des jeunes qui viennent dans nos services. Donc, pouvoir, comme la jeune dame qui parlait tantôt, offrir une aide qui va au-delà de l'hébergement, des maintiens de base. Quelque chose de concret puis rapide. Exact. Accompagner ces gens pour pas juste vite fait trouver un logement, partir et tout, mais s'assurer que ce soit fait en bonne et due forme, puis leur permettre d'avoir de l'espace puis l'accompagnement pour partir en situation de réussite, comme la jeune femme, s'ils veulent aller aux études, faire une formation pour le travail ou quoi que ce soit, avoir l'espace puis les finances aussi nécessaires pour leur aider dans ce sens-là. Ça, parce qu'il est beau, c'est pas juste de répondre aux besoins immédiats de la clientèle, c'est vraiment de leur apprendre sur un long terme comment s'en sortir puis parvenir eux-mêmes, dans le fond, à se rebâtir une vie. Absolument. En termes de philosophie d'intervention, on est beaucoup dans la responsabilisation, on est beaucoup dans le déploiement du potentiel, dans développer l'autonomie des personnes. Fait que, on veut pas... On travaille avec des adultes, on veut pas prendre en charge les gens nécessairement. On croit fondamentalement au potentiel de tous et chacun. Fait qu'on est vraiment, c'est ça, dans cette démarche-là proactive puis sensible, de les amener progressivement vers un retour en logement. Est-ce que c'est une grosse différence par rapport à votre organisme que d'autres organismes dans la même région ou dans d'autres régions, par exemple Montréal? Est-ce que chaque organisme, dans le fond, a la même façon de percevoir ou c'est vraiment unique à vous ou c'est vraiment dans l'ensemble? Je dirais que c'est assez... il peut y avoir effectivement des divergences de philosophie d'intervention de service. Je dirais que effectivement, c'est ce qui fait un peu notre couleur à la hutte, de vraiment de ne pas travailler avec ces délais-là, de ne pas travailler en méthode un peu dortoir ou grand refuge, de entrée-sortie constante, mais vraiment de permettre aux gens de pouvoir se déposer, de pouvoir être dans un endroit sécuritaire, puis vraiment, ultimement, de travailler à ce qu'ils puissent être en logement de manière stable et durable.
C'est bien. Puis j'ai vu aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que vous avez été en Belgique, Oui. au niveau avec Bruxelles et Ouais. Namur. Vous avez une ville jumelée maintenant Oui, absolument. c'est pour un partage d'expertise en situation d'itinérance. Comment Ouais. ça fonctionne un peu? Je trouve ça Ben, intéressant. en fait, c'est ça, on s'est fait approcher le concours de circonstances. Là, il y a eu des personnes qui œuvrent dans le domaine du sans-abrisme, parce qu'en Europe, en Belgique principalement, ils appellent ça le sans-abrisme. Le sans-abrisme. Mais c'est l'itinérance, c'est la même chose. OK. C'est une façon plus cute de le C'est une dire. façon, c'est ça, plus cute de le dire. Puis bon, on avait des gens, là, de par le partenariat là, avec la ville de Terrebonne, qui sont venus visiter nos installations du côté de Terrebonne. Ils ont été visiter aussi d'autres installations au Québec, puis sont vraiment restés marqués par le modèle qu'on propose à la hutte. Et là, de fil en aiguille, bon, celle qui est venue là, faire la visite en a parlé là, avec les autres instances dans lesquelles elle travaillait. Et de ça a découlé une proposition d'aller en fait rencontrer le CPAS qu'on appelle, donc c'est le Centre de prévention d'action sociale, qui est, les services sociaux et médicaux là, en Belgique sont pas nécessairement organisés de la même manière qu'ici au Québec. Fait que le CEPAS, ça se trouve à être le volet vraiment social ou service social. C'est comme si on prenait le 6 ici. Dans le 6, il y a un côté psychosocial, côté plus médical. Mhm. Là, c'est comme si le CPS, là-bas en Belgique, c'est vraiment juste la branche sociale. OK. Fait qu'il bon, il y a des enjeux là, au niveau de la coordination des services et tout ça. Bref, tout ça pour dire que on s'est fait approcher là, par justement là, la directrice là-bas qui nous a proposé là, d'aller visiter en fait là, les différentes ressources qu'il y a du côté de Namur. On a visité aussi quelques-unes à Bruxelles, dans la capitale, mais c'est principalement là, avec le CPS de Namur qu'on collabore. En fait, de ça a découlé un protocole de collaboration où ce que là, ben, c'est ça, on apprend effectivement de ce qu'eux font aussi. Puis en même temps, ben, on leur partage ce qui fonctionne de notre côté, puis eux autres voient comment ils peuvent l'implanter De leur côté. Ouais. Qu'est-ce qu'on a appris de bien de Namur? Je dirais que j'ai beaucoup été charmé par la vie de communauté. OK. En Europe, il y a quelque chose de particulier. Il y a vraiment encore une vie de quartier très, 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 je dirais, symbiotique. Peut-être, ça reste quand même le regard de quelqu'un d'externe, mais Ouais, j'ai c'est quand ça. même senti une forme de communauté qui est proche. Il y a vraiment un beau arrimage des différents organismes communautaires. Sont vraiment sensibles à l'idée de ne pas nécessairement laisser de trous de service à leur population. Là, on est encore en pourparlers, mais on a visité une ressource là-bas qui s'appelle la Donnerie du Sinex, en fait, qui est comme un peu un dépannage vestimentaire, si on OK. veut. Puis eux autres, là-bas, ils ont comme différents services aussi là, greffés à ce dépannage-là, dont ils ont comme un club de lecture, d'écriture, Puis là, on est comme en pourparlers pour essayer de voir, de mettre en lien des gens qui utilisent les services là-bas avec des gens qu'on a ici, là, pour... Comme je vous dis, on est encore en pourparlers, là. On n'est pas nécessairement au clair avec comment ça va se concrétiser, mais de pouvoir faire bénéficier des gens de chez nous qui partagent un peu l'expérience, puis de comprendre aussi eux autres comment ils vivent cette expérience-là du côté de la Belgique. Quand on parle d'itinérance en Europe, en fait, de l'itinérance, il y en a partout dans le monde, on en est conscient. Là-bas versus ici, c'est-tu aussi gros? Je dirais, effectivement, c'est un peu dans la même ampleur. Effectivement, sont beaucoup, je pense que pour beaucoup d'organisations ici, mais aussi, je pense, en Europe, la COVID, en 2020, est venue vraiment perturber, évidemment, les services. Foutre le bordel. Si on peut Exactement, dire plus. Ce qui fait en sorte que on a beaucoup transformé les services d'hébergement sous forme parce que la pression, les gens qui normalement réussissaient à aller prendre un café, aller se réchauffer dans un commerce, qui avaient des liens d'amitié chez des personnes que là, quand est arrivée la COVID, dans le fond, c'est ça. Là, n'avaient plus vraiment accès à ces ressources-là. Pour une bonne majorité des organismes communautaires aussi, là, étant donné
on savait pas c'était quoi là, au début, là, ce maudit virus-là. Puis ce qu'on savait, c'était que c'était extrêmement contagieux et tout. Donc, beaucoup ont été plus dans on va réduire le nombre de places ou on va transformer ce qui était anciennement de l'hébergement plus en forme refuge, vraiment, parce que là, on vit un moment de crise. Il faut accueillir le plus de personnes possible. Et le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible. Ce qui fait en sorte que là, post-pandémie, ben là, je pense que c'est venu amener une réflexion sur un peu les effets que ça a mené. Le fait de dire on travaille seulement plus en méthode refuge, donc moins axé sur la réinsertion sociale, plutôt, c'est ça, plus en mode on vous donne les besoins de base, en fait. Là, fait que vous avez un lit pour la nuit, de la nourriture et tout ça, mais moins dans un travail d'amener les personnes plus à retrouver un logement. Ce qui fait en sorte que c'est ça. Ça l'a amené autant ici, puis il y a eu les mêmes réflexions du côté là, de Namur en termes de dire, OK, là, on se rend compte des limites de cette formule-là, plus dortoir, plus refuge. Fait que là, qu'est-ce qui se fait un peu ailleurs dans le monde ou au sein même, ici en Belgique et tout ça, qui serait porteur, qui amène des résultats qui sont intéressants puis qui permettent à des gens de pas juste être dans une forme de jour de la marmotte, je quitte le matin et tout, mais vraiment là, dans des démarches plus concrètes puis qui les amènent en logement de manière plus stable. Parce que veux pas, ça devait devenir un cercle vicieux aussi. Tu l'aide, mais tu l'as pas à long terme. C'est un peu ça. Là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Là. C'est un peu ça. Ce qui fait en sorte, puis c'est ça, puis du côté de la Belgique, là, ils ont été un peu dans cette même réalité-là, puis ces mêmes réflexions-là sont venues de dire, OK, là, on se rend compte que ça fonctionne pas nécessairement. Comment on pourrait faire en sorte de diminuer le nombre de personnes qui se ramassent à la rue, mais surtout pour les gens qui sont présentement à la rue, comment qu'on peut s'assurer, comment qu'on peut travailler dans le sens où ce que là, ils soient plus en situation d'itinérance. Ouais. Parce que de votre côté aussi, vous avez dû vous revirer sur un scène à ce moment-là, puis ça a dû être assez stressant de votre côté aussi, là, parce que votre clientèle ne veut pas vivre un stress par rapport rattaché à ça, mais Absolument. De votre côté aussi, d'être capable de naviguer à travers ça. Ça n'a pas dû être facile. Non, effectivement, mais tu sais, c'est ça, c'est l'inconnu. Hein. On était tous dans l'inconnu à ce moment-là. Fait que, tu sais, il a fallu faire front commun. Mais, tu sais, nous, on a vraiment été... nous, on a même, pendant cette période-là, on a augmenté nos nombres de places. Parce qu'effectivement, là, vu qu'il y avait un nombre il y avait beaucoup là, d'organisations qui diminuaient leur place. On a évidemment réorganisé pour que ça soit sécuritaire, pour que ça soit dans les balises pour pouvoir accueillir. Mais nous, on a été un petit peu, c'est ça, à l'envers de la tendance à dire non, on va augmenter notre place. Ces gens-là devenaient comme une famille. Là. Exactement. Ils étaient isolés ensemble. C'est ça. Exactement. Ce qui devient pratico-pratique aussi pour tout le monde. Ouais. Puis on parlait, tu sais, répondre aux besoins de base d'itinérance, cette image qu'on a, c'est bien, il faut qu'ils soient logés, il faut qu'ils soient nourris. Puis quand on parlait des cercles de lecture, d'écriture, échange en amour, c'est vraiment contrastant parce qu'on est loin des besoins de base, mais en même temps, comme on pense, ça amène une certaine humanisation. Ces gens-là, un humain, c'est plus que manger et dormir. Il y a un côté intellectuel, un côté d'apprentissage. Il y a plusieurs facettes à un humain. Fait que ça, je trouvais ça intéressant que ce concept-là de lecture-écriture aussi puisse être amené. Ça répond à un autre type de besoin. Définitivement. Est-ce qu'il y a des activités qui sont faites avec votre clientèle? Oui, définitivement. C'est sûr que sur les corps de travail en tant que tels, on fait des activités avec eux. On fait des activités parfois avec des partenaires. Comme justement, on a eu une activité qui finit aujourd'hui. On fait avec des étudiants du cégep de Saint-Jérôme. C'est sur 2 temps. Ils rencontrent des gens qui sont hébergés chez nous pour faire un projet avec eux. Fait que de avoir une petite prise de connaissance pour parler de leurs histoires. Puis à la fin de tout ça, il y a un projet qui découle de ça. Puis nos résidents, ils peuvent aller présenter le projet au cégep. Puis j'ai assisté à la présentation, puis c'est vraiment formidable les travaux qu'ils font, autant les résidents que les professeurs, les étudiants, tout le monde est très touché par le fruit de ce travail-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des activités à ce niveau-là. On accueille aussi quelques stagiaires, que ce soit de l'université, du cégep et tout. J'en ai une, justement, qui travaille pour moi, qui à Saint-Jérôme, qui est une de vos stagiaires en ce moment. Cool. C'est ça, à travers leur parcours scolaire, ils doivent faire des
des activités avec la clientèle ou qui font leur stage. Donc, avec les stagiaires qu'on a, on fait des activités aussi auprès des résidents. Puis c'est bon pour les deux côtés. Ben c'est oui, autant bon définitivement. pour votre clientèle que pour les personnes qui participent. Parce que souvent, ça donne une autre vision de l'itinérance. Parce que, comme on a déjà dit, tu sais, l'itinérance, on voit ça aux nouvelles, on voit ça loin de nous, on voit du négatif, on voit sont proches Surtout des les garderies. jeunes sont pas... ils le voient, mais on dirait qu'ils s'en rendent pas compte. On n'est pas touché parce que Non, nous, on c'est est ça. correct, tu sais, ça nous arrivera pas, Ouais. mais on sait jamais. Fait qu'on perd une certaine... Surtout quand on voit ça à travers la TV, on a l'impression que ça nous touche pas, c'est loin. On perd une... Pas un peu d'humanisme, on perd une certaine... je sais Une pas forme comment dire. d'humanité. Une certaine forme Mhm. d'humanité. Là. Tu sais, pour- on les voit moins comme des humains, mais ça reste des humains. Puis je trouve ça beau de pouvoir justement mettre des stagiaires puis des gens qui viennent d'un niveau mélangé parce que ça l'ouvre. C'est bon pour les deux côtés. C'est bon pour tout le monde, dans Puis, le fond. Là. c'est intéressant, Sarah, le commentaire que tu amènes, les propos par rapport à cette forme de déshumanisation-là. Tu sais, nous, tu sais, on est beaucoup dans, quand on forme les nouveaux intervenants et tout ça, on est beaucoup dans cette philosophie-là de dire que les gens en situation d'itinérance, ben, c'est nos pères, c'est nos mères, c'est nos frères, c'est nos cousins, c'est les gens de notre communauté. Puis on est tous à un ou deux événements de vivre cette situation-là. Donc, Ouais. c'est vrai que des fois, quand c'est rapporté dans les médias et tout, ça peut créer une espèce de forme de distance, puis de dire c'est loin de moi. Mais quand on prend conscience que ça peut littéralement arriver à tout le monde. À n'importe tu sais, qui, on a eu, c'est ça, là, on a eu des gens qui avaient de bonnes professions, qui gagnaient de bons salaires, puis qui se sont quand même, du jour au lendemain, qui se sont quand même ramassés en Les situation pertes d'emploi, d'itinérance. augmentation de loyer. Là. Aujourd'hui, un Exactement. 3,5 à 1 200, un 4,5 à 1 400 pour loger sa famille. C'est ça, on en jasait justement Ouais, en s'en on s'en venant venait. ici. Puis c'est Bien ça, tu sais, cher, je veux dire, il regardait avec un de nos résidents, là, il l'accompagnait à faire de la recherche de chambre, recherche de logement, parce que ça fait partie évidemment des services qu'on offre. Puis, tu sais, là, ils ont 9,50. ils ont tombé sur une chambre, absolument rien de fourni, même pas de buanderie, à 950 Wow. Tu sais, tu te dis, Ouais, mon c'est Dieu, fou, là, là. puis t'as une chambre, là, t'as même pas un et Non, demi, non, là, c'est tu sais, ça. là, T'as le Faut que strict minimum. Le strict là. Les minimum. communications, ton buanderie, téléphone, puis tout à ouais. payer, ça monte vite. Là. C'est dur. Là. Puis, tu sais, ça aussi, au fil des années, ça a dû Ça va être un bien. enjeu pour vous aussi, là, parce que quelque chose de notre génération, quand on est embarqué en appartement à 18-20 ans, qu'on payait 685 pour un 4,5 qui, Ah, aujourd'hui, même est plus que, 480, là, c'est qui est plus que le ridicule. double, là. le triple. Double, Ça doit ouais. avoir été Ouais. des enjeux. Tu disais que ça fait juste 5 ans que tu es avec Ouais, l'AE. que je travaille pour l'organisation. Mais ouais. vous devez avoir des gens avec qui vous travaillez, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, puis là, ils se rendent compte, eux autres aussi, que, Exact. mon Dieu, les services, Ah, ben oui. juste le prix de l'épicerie aussi, Ah, là, ben oui. ça joue Tout beaucoup augmente en même temps, là. sur les dons qu'on vous donne aujourd'hui, sont encore Définitivement. plus importants Ben oui. qu'ils l'étaient avant, Mhm. puis en bout de ligne, n'ont pas de moins de valeur, mais vous... Tu sais, le 1 000 d'il y a 5 ans versus C'est le pas 1 000 pareil. aujourd'hui n'est C'est pas pareil. vraiment là. pas la même Vous chose. en avez non, non. moins pour le 1 000 maintenant que Exactement. vous en aviez. Fait que Mhm. ça doit, de votre côté, ça doit être un gros enjeu aussi. Mhm. Là. Question, mettons là, moi, ça m'arriverait. Tu sais, j'ai un taux variable, puis là, pouf, je suis plus capable de payer ma maison, j'ai 2 enfants, je sais pas. Pour venir vous voir, est-ce qu'il faut des prérequis? Prérequis, ouais. Ça sonne un peu bizarre. Là. Dans quelle situation? Qu'est-ce que je dois ne Qu'est-ce pas qui fait que vous avoir acceptez quelqu'un que ou vous pas, acceptez ou pas? Dans le fond, le premier prérequis, si on veut, pour que les gens aient accès à l'hébergement chez nous, il faut qu'ils vivent une situation d'instabilité résidentielle, itinérance, dans le fond. Donc, selon la définition, c'est pas avoir un toit salubre sécuritaire. Fait que même, on prend un exemple typique, quelqu'un qui vivrait une situation de violence conjugale, c'est une forme d'itinérance en soi. Ouais. C'est souvent l'idée qu'on a que c'est les gens stéréotypes qui sont à la rue ou quoi que ce soit. C'est plus large que ça. Il y a énormément de gens qui font du couchsurfing, se promènent. Promène d'un endroit à un Exactement, autre, ouais. exactement. Donc, il faut que les gens y aient pas de domicile. Également, nous autres, il faut que les gens y aient 18 ans ou plus. Donc, c'est ça les deux prérequis. Puis vu que, oui, c'est un centre d'hébergement, mais on accompagne les gens pour une réinsertion sociale, il faut qu'il y ait des démarches de réinsertion. Tu sais, ça peut être au niveau de tout ce qui est santé, services sociaux, tout ce qui est dépendance. Les au enjeux niveau de judiciaires. Exact, judiciaire, un retour à l'emploi. Si on n'a pas, admettons, de revenus, bien, quelle forme de revenus qu'on peut aller chercher avec eux? Donc, il faut que les gens y aillent ces démarches-là.
mis à part pour le dortoir halte chaleur, ça, c'est vraiment libre à tous. Si les gens n'ont pas de démarche, ils peuvent quand même bénéficier de ces services-là. OK. Donc, c'est Faut principalement que la personne ça. veuille se faire aider aussi. Exact, exact. Puis, on prône vraiment l'autonomie des gens, on va au rythme des gens. Donc, si quelqu'un n'est pas rendu là dans son cheminement, c'est tout à fait correct. Venez au dortoir, venez à la halte chaleur. Nous autres, on va les accompagner, créer un petit lien avec eux et tout. Puis quand ils seront prêts, la porte est ouverte pour les c'est ça. accompagner, Absolument. OK. définitivement. Puis Absolument. le seul autre petit prérequis, c'est sûr au niveau de tout ce qui est situation physique. Les gens qui viennent chez nous, il faut qu'ils soient autonomes pour répondre à leurs besoins de base, pouvoir marcher, tout. C'est ça. Donc ça, c'est un autre Parce que facteur vous êtes qu'on prêt prend en à compte. aider, mais Mhm. vous ne pouvez pas faire la tâche pour la personne non plus. Non, Exactement, exact, c'est ça. exact. Souvent, Vous on n'êtes pas va être... équipé non plus pour des besoins de santé spécifiques. Tu sais, C'est la ça. personne elle a des problèmes de santé graves, elle ne peut pas se déplacer Exact. elle-même. C'est ça. C'est pas une Ça question de va. ne pas vouloir, c'est une question que le De- budget, puis tout n'est pas De là. ressources. Exactement. De Puis c'est plus ressources, les ressources. tu sais. Mhm. Mais on a, tu sais, pour l'ensemble de nos installations, tu sais, on a des rampes d'accès pour, mettons, quelqu'un qui serait en chaise Mobilité roulante, réduite, là, mobilité oui. réduite, mais évidemment, elle doit être en mesure de pouvoir prendre sa douche. Tu sais, on n'a pas de préposé aux bénéficiaires. C'est ça. là. Non, Fait que non, c'est- c'est fait que ça. C'est vraiment l'autonomie, mais sur l'aspect de... Elle doit être capable de gérer un peu ses besoins de base, Ça comme va. Oliane disait. Là. Ça va au-delà de ça, dans le sens, tout le phénomène d'itinérance, c'est un travail communautaire collectif à quelque part. On travaille beaucoup avec nos partenaires, on essaie de travailler en intersectorialité parce que notre clientèle, c'est la clientèle de d'autres acteurs dans le milieu. Fait que quelqu'un qui vient chez nous, qui a une situation physique ou autre situation qui fait en sorte que notre ressource n'est peut-être pas adaptée pour l'aider du mieux qu'il devrait être aidé, bien, nous autres, notre job, à quelque part, ça va être de donner des ressources, de l'aider à trouver un référer endroit au bon qui va être le endroit. mieux pour ses Exactement. besoins. Puis des fois, d'agir comme l'espèce de tremplin entre le moment, tu sais, que là, qu'on fait les démarches pour le localiser dans une ressource qui C'est correspond ça, vous à n'êtes ses pas besoins. nécessairement super adapté, mais vous n'allez pas le laisser tomber Non, tant c'est et ça. longtemps que l'aider autrement. C'est ça. C'est la même chose pour les problèmes de santé mentale, de Exactement. drogue, de dépendance ou autre, autant Mhm. que physique. là. Absolument, absolument. Avec la réalité qu'on vit en ce moment, que ce soit même des maisons, il y a beaucoup de gens qui quittent Montréal et qui s'en vont vers les banlieues et Mhm. tout. Ça doit avoir un gros effet là, ici, À mettons, à Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, on sur l'a vu là, l'itinérance, exploser là. le taux d'itinérance à Saint-Jérôme là, depuis Mhm. plusieurs années. Là. Oui, C'est- puis, tu sais, nous, on monitore beaucoup de statistiques, nous, tu sais, puis ça a on aime été... ça, les Ça a statistiques. été une de nos grandes surprises parce qu'effectivement, c'est un peu l'écho qu'on entendait de dire, tu sais, bon, tu sais, c'est des gens de Montréal, ici et ça. Puis quand on a monitoré, en fait, parce que pour chaque personne qui passe par chez nous, évidemment, on va évaluer, on va tu sais, questionner la personne sur, bon, elle provient d'où, c'est quoi un D'où peu tu viens, puis- son parcours de vie, tu sais, essayer de saisir un peu les subtilités, puis d'être en mesure là, d'identifier les points de rupture, qu'est-ce qui l'amène en situation d'itinérance. En monitorant, tu sais, on se rend compte que c'est 92% des gens qu'on héberge, mettons, on le monitore par point de service. Fait que 92% des gens qu'on a hébergés dans la dernière année, pour la hutte Saint-Jérôme, c'est des gens qui venaient de la MRC Rivière-du-Nord. Ah, C'est vraiment OK. beaucoup. Mais on dit que vu qu'on a la prison, puis qu'on a un très gros centre comme de psychiatrie, psychiatrie. ça paraît beaucoup là, au niveau de l'itinérance à Saint-Jérôme. C'est-tu qu'avant, on les voyait moins, ils étaient plus cachés? C'est-tu que, justement, là, il n'y a plus de logement, il n'y a plus moyen de se loger? Qu'est-ce Un qui pourrait mélange expliquer de que tout, un je mélange pense, de ouais. tout? Un mélange de tout, puis c'est ça, puis un peu, on en parlait un petit peu plus tôt, mais la COVID aussi est venue comme mettre un poids important sur, tu sais, en itinérance, on parle d'itinérance visible, d'itinérance cachée. Donc, tout le pan des gens, un peu comme je vous expliquais, qui n'avaient pas nécessairement d'endroit à eux ou sécuritaire, mais qui n'iraient pas nécessairement dans les rues, mais qui allaient un peu dans les centres d'achat, qui faisaient un peu de couchsurfing, qui vivaient dans leurs autos. Bien là, c'est venu vraiment, la contrainte COVID est vraiment venue comme lever le voile sur toute cette invisibilité-là, parce que là, ultimement, c'était des gens qui passaient un peu dans les mailles du filet, si on peut dire. Ce qui fait en sorte que là, puis là, si on rajoute par-dessus ça, ben là, les contraintes économiques, tu sais, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des loyers, définitivement, là, c'est... C'est vraiment une addition de facteurs. Là, Ouais. puis, Mhm.
Parce que, tu sais, l'itinérance cachée, j'ai appris ça là, dernièrement. Là, je suis quelqu'un sur TikTok qui avait été invité à Tout le monde en parle. Et là, j'ai Ben, oublié l'autre le bord de la nom. Là. ligne. Oui, exactement. L'autre bord de Je la ligne. cherchais le nom. Ouais. Et l'itinérance cachée, là, on s'en rend pas compte, mais justement, du couchsurfing, des gens qui prennent le transport en commun, aller-retour et qui font simplement dormir ou Ils quoi vont dans que les ce soit. cafés, les centres C'est d'achat, beaucoup des qui se gens promènent. qu'on ne pense pas être en itinérance, mais qui le sont réellement. Absolument. Puis probablement ce que nous, on voit, mettons, à Saint-Jérôme, c'est vraiment même pas représentatif de la situation qu'elle est en ce moment. Là. C'est plus large qu'on pense. Puis Ouais. je reviens à l'activité qu'on a faite avec les jeunes du cégep. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après qu'on a fait l'activité, ils ont ressorti... Ces gens-là, ils le rencontraient dans un centre d'achat, dans un marché, dans quoi que ce soit. Ils n'auraient pas pu identifier que c'était une personne en situation d'itinérance. Même moi, puis j'ai trouvé ça super beau quand je suis arrivé là-bas. Initialement, ils pensaient que j'étais un des participants. T'es pas un intervenant qui leur accompagnait. OK. Puis je trouve ça vraiment beau. Puis ce que je trouve beau là-dedans aussi, c'est toute la façon que... Puis les étudiantes me l'ont dit, que ça a changé leur perception de qu'est-ce que c'est l'itinérance, qui peut tomber en situation d'itinérance. Comme Sam l'avait nommé tantôt, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Ça peut arriver à vraiment n'importe qui. Donc, Pas vraiment du jour au lendemain. définitivement. Ouais. Puis on a beaucoup d'idées Définitivement. préconçues. Hein? Un itinérant, ça ressemble à ça. Ça fait ça. Mais- Mais c'est pas ça, la C'est- réalité. non, là. C'est c'est ça ça, qu'on exactement. voit. Là. Puis tu disais quelque chose d'intéressant, Geneviève, parce qu'effectivement, tu sais, quand on explique, en tout cas moi, quand j'explique à nos nouveaux collègues un peu c'est pas la différence, mais la différence entre itinérance visible et itinérance cachée, c'est le principe du iceberg. Fait que c'est-à-dire que Tu vois juste la pointe. on voit juste la pointe, puis ça, c'est l'itinérance visible, mais il y a un 90% qui est en dessous, qui est plus invisible, mais qui a aussi des enjeux Puis d'instabilité qui pourrait devenir résidentielle. visible à un moment. À un moment, Définitivement. Ouais. effectivement. Ouais. J'ai fait mes petites recherches. Puis en plus de savoir que vous étiez un des plus grands regroupements pour les services d'aide à l'itinérance, puis en plus, c'est ça, le partage d'expertise avec la Belgique et tout. Vous êtes récipiendaire de beaucoup de prix. Vous êtes reconnu dans votre milieu, tu sais, pas juste à Saint-Jérôme, mais partout. Là, on parle des prix Zénith, des prix Griffon. Je pense même que c'est François qui a reçu la médaille Du du gouverneur, roi Charles III. excusez-moi, oui. Donc là, c'est plein de prix. Comment est-ce qu'on se ramasse à se ramasser des prix comme ça? Comment ça participe? Qui vous reconnaît? C'est quand même, c'est des très belles récompenses, puis ça montre vraiment, dans le fond, que vous participez à la vie communautaire, que vous aidez. Moi, je trouve ça très intéressant. Je veux en savoir plus. Ben, tu sais, c'est ça, c'est énormément de travail. Tu sais, on a la chance aussi, là, tu sais, François, c'est notre directeur général, c'est un homme qui œuvre dans le domaine de l'itinérance depuis les 30 dernières années. Donc, il connaît effectivement, là, tu sais, il connaît bien la machine, chose. si on peut dire, puis il connaît bien la chose. Il y a un leadership incroyable qui fait en sorte que, ben c'est ça, on a le goût... C'est François. C'est François. C'est ça. On a François. le C'est goût- mobiliser ses troupes. Exactement. Puis, C'est ça, ce qui fait en sorte. Puis je pense que pourquoi on a une aussi grande reconnaissance de nos partenaires dans le milieu, c'est de par les résultats tu sais, qu'on amène, en fait, de par le fait que le modèle qu'on propose fonctionne pour de vrai. Tu sais, on a une panoplie. Tu sais, dans la dernière année, on a accueilli 3627 là, de mémoire de gens qu'on a desservis dans les différents services de la hutte. quand même. De ces 3627-là, il y en a 3000 qui ont été hébergés. Puis là, Wow. de ces 3000-là qui ont été hébergés, c'est 1000 qu'on a accompagnés à un retour en logement. Fait que c'est quand même, tu sais, on voit des gens qui arrivent, tu sais, complètement démunis, puis qui repartent vraiment solides, qui ont passé justement là, de vivre à la rue à là maintenant occuper un emploi, être retourné sur le marché, soit occuper un emploi ou retourner aux études. Fait que je pense que de par le fait qu'on amène des résultats qui sont concrets, qui sont tangibles, puis qui contribuent justement à réduire ce phénomène-là, je pense que c'est ce qui fait notre reconnaissance. Aussi, ben, tu sais, je pense on souhaite, puis en fait, notre mission serait impensable, puis elle pourrait pas se déployer comme elle peut se déployer actuellement si c'était pas des partenaires qu'on a dans la communauté. Je le disais un petit peu plus tôt, mais
de par le fait que c'est un phénomène qui est multifactoriel, on est généraliste, donc on accueille des gens qui ont de différents besoins, qui ont des différents parcours, mais on travaille de pair avec nos partenaires dans la communauté qui, eux, ont ces expertises-là, qui peuvent justement soutenir dans les démarches des gens qu'on accompagne chez nous. Fait que c'est ça. C'est beaucoup parce que on est conscient que ça prend un village pour élever un enfant. Puis on a cette volonté-là de dire, nous, notre rêve, ça serait de dire, bon, ben j'ai plus besoin de travailler. Il n'y a plus aucune personne qui est à la rue. On est conscient que, bon, ça reste... Ça n'arrivera pas. Mais quand même, on reste... On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, puis on reste focus là-dessus aussi de dire, ultimement, si un jour on peut Mais c'est une très belle notoriété que ça vous donne, tous ces prix-là, puis cette reconnaissance-là de vos pairs. Là. Moi, je trouve ça... Je savais pas qu'il y avait des prix comme ça, puis je trouvais ça intéressant de savoir qu'un de nos organismes à Saint-Jérôme, on est très fiers de vous avoir à Saint-Jérôme. On en avait besoin d'une ressource comme ça. Puis on est vraiment très content que vous soyez là, puis que ça fait juste démontrer votre bienfait dans la société, je pense, puis j'espère que vous en êtes fiers. Tu as dit 3500 personnes que vous avez aidées. Je voulais savoir, justement, est-ce que vous pouvez calculer le nombre de réussites, le nombre de personnes que vous avez aidées en pourcentage? Ça se calcule-tu? Ça se calcule-tu pas? Est-ce qu'on calcule le pourcentage dans la première année? Est-ce que vous faites un suivi 3 ans après si la personne est encore... Comment ça fonctionne au niveau de vos résultats à ce ça, on le monitor à toutes les années. Comme organisme communautaire, on est obligé de présenter en fait nos résultats. Fait qu'on fait un AGA à toutes les années. Fait que c'est quelque chose qu'on va monitorer. Nous, ce qui va nous permettre d'évaluer là, si la personne qui est avec succès, bien évidemment, c'est parce qu'elle est partie un peu, comme William disait tantôt, dans un logement qui est sécuritaire, qui est salubre, puis qui correspond aux besoins de la personne. Fait que en termes de pourcentage, si on reprend là, mettons qu'on va l'arrondir à 3000 personnes hébergées qu'on a accompagnées, de ces 3000-là, le chiffre exact, je pense que c'est 967, qui là, eux, ont vraiment ont un succès dans leur démarche. Fait que c'est des gens qui sont maintenant en logement, qui occupent ou non un emploi, dépendamment de leur situation, qui ont consolidé les enjeux qui faisaient en sorte qu'ils les amenaient en instabilité résidentielle. Fait que là, je suis pas trop bon en calcul mental. 30%. C'est ça, mettons. Là. C'est quand même un très bon taux de réussite. Fait que ça, c'est calculé dans le temps, puis ça perdure. Parce que, mettons, j'imagine une personne après 6 mois, ça fonctionne pas, puis elle recommence au départ, n'est pas calculé comme dans le pourcentage de réussite. Ouais. Ben, c'est sûr. Je me sens mal de parler des réussites, d'échecs, c'est pas. Non, mais c'est ça. tu comprends ce que je veux dire. Je comprends absolument ce que tu veux dire, Sarah, mais c'est plus dans l'optique de. Puis on le sait, là, surtout pour nos gens plus chroniques, c'est pas nécessairement. Moi, ce que j'aime dire, c'est que ça peut prendre 1 heure sortir quelqu'un de la rue, mais sortir la rue de la personne, c'est un travail qui peut s'échelonner sur un plus grand laps de temps. Ce qui fait en sorte que, on le sait pour certaines personnes, puis à raison aussi, ont eu des fois des mauvaises expériences dans le passé, dans d'autres hébergements, dans d'autres services sociaux. On le sait souvent, là, on en parlait... non, on n'en parlait pas plus tôt, mais c'est une population qui est stigmatisée beaucoup. Ce qui fait en sorte que c'est ça. On le sait, des fois, ils sont plus réfractaires. Des fois, les premiers séjours ne se passent pas nécessairement toujours bien ou ça se passe bien, mais la personne, l'idée de retourner dans sa zone de connu, qui est en fait la rue, quand elle vit un stresseur ou quoi que ce soit, qui est une réaction humaine tout à fait normale. On cherche toujours sa zone de confort. Exactement, c'est ça. Donc, ce qui fait en sorte que pour certaines personnes, ben des fois, puis on le dit, là, si ça prend 20 fois, ça prendra 20 fois, ça prend 20 séjours, c'est tout à fait correct. On est vraiment, on est respectueux du rythme de chaque personne, puis on n'est pas en mode, on sait qu'est-ce qui est bon pour toi, mais comment qu'on peut t'accompagner pour que tu puisses déterminer qu'est-ce qui est bon pour toi, en fait. Ouais. Parce que d'une personne à une autre, c'est sûr que le service doit changer, mais au niveau de la population, il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues, mais de leur côté, eux autres aussi doivent avoir des idées préconçues sur la démarche à faire ou ça doit être ça doit créer de l'anxiété aussi à ces gens-là. Fait que vous êtes là puis vous allez comme briser le moule. Là, on repart sur un nouveau moule. C'est ça. Ce moule-là, il est plus bon puis on repart à neuf. Exactement. Ça devient aussi beaucoup à
comment qu'on va créer un lien avec ces gens-là. Admettons les services comme le dortoir, la halte chaleur qu'on a pas qui engagent les gens à moindre, mais qui n'ont pas besoin d'avoir des services de réinsertion à plus long terme. Admettons la halte qui peut venir prendre un café, prendre une douche, discuter avec nous. J'ai fait la halte un petit peu aussi. Puis ça arrive des fois, quelqu'un vient une première soirée, crée un petit lien, après 2-3 fois il te jase, tu lui proposes un petit lion, puis finalement que la personne intègre nos services. Fait que déconstruire un peu l'anxiété, les idées qu'ils ont derrière l'intégration dans des services comme la nôtre, à travers créer un lien, l'ouverture qu'on a envers ces personnes-là. Donc, c'est un travail qui se fait avec le temps, mais qu'on voit les fruits concrètement de ça. Un beau travail d'apprentissage puis de compréhension, vraiment. Là. C'est ce que je vois depuis le début du podcast. C'est vraiment des deux côtés, autant de l'un que de l'autre. là. C'est vraiment, c'est pas comme bien ici, je vais te sortir de la rue, fais ce que je te dis, puis ça va Mais non. fonctionner. Il Mais faut non. travailler avec cette personne-là. Puis Il faut être dans le respect, puis dans le respect de ses besoins, de ses champs d'intérêt, puis de le faire de manière le plus digne possible aussi, bien évidemment. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes en allés dans ce pattern-là, vous autres? Qu'est-ce qui a fait que William et Samuel, là, du jour au vendent lendemain, pas des se sont levés cellulaires puis ont qui dit, travaillent nous autres, là-dedans. on fait ça comme travail. Vas-y, tu réponds. Écoute, en sortant du secondaire, petite tranche de vie, je savais pas trop comment m'orienter. Donc, j'ai été faire des études en gestion d'entreprise. OK. Puis, j'ai pas trippé, on va le dire comme ça. C'était pas trop fait pour moi. Fait que je regardais les programmes un peu et tout. Puis, au secondaire, j'étais très proche de l'un des intervenants à l'école. Il m'a beaucoup aidé et tout. Fait que c'est à travers ça un petit peu que je savais pas exactement où que je voulais me diriger, mais je savais que je voulais aller dans quelque chose, un peu relation d'aide et tout. Donc, je suis embarqué en éducation spécialisée. Puis, je me suis promené pas mal. J'ai fait un peu les écoles. J'ai travaillé avec déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Puis, j'aimais ces clientèles-là, mais il me manquait un petit quelque chose, on dirait exact. Fait que j'ai entendu parler de la hutte. J'ai été travailler là-bas, puis c'est un coup de cœur depuis. T'es voir... si Coup de on cœur regarde... partagé. Ouais. Si on regarde le côté plus clinique de la chose, t'es dans les emplois de la sorte, il y a tellement de domaines, il y a tellement de branches qu'on peut prendre. Puis travailler avec des personnes en situation d'itinérance, il y a pas une personne qui est pareille. Tu travailles avec l'être humain, donc ça va toucher beaucoup de ces branches-là. Puis de voir l'impact que tu peux avoir, qu'on peut avoir dans la vie de ces personnes-là. Tu es quelqu'un que, comme qu'on dit que ça peut prendre un peu plus de temps, mais qui est vraiment plus chronisé quand il arrive. Tu travailles avec la personne, puis à un moment donné, il vient te voir. « Ah, j'ai trouvé un emploi. » 2 mois après, « Hey, j'ai trouvé un logement. » C'est fait un tellement bon coup de gratifiant. cœur, Exact, ouais. exactement. Vraiment. Puis ta famille, toi, que tu as été vers ça, Ouais. comment... Il adore. Il adore. Ouais, il adore. Tu sais, admettons, je regarde ma famille. Je suis pas mal le seul qui s'est tourné vers cette piste-là. C'est des personnes énormément aidantes envers les autres. Tu sais, ils aident à leur façon. Mon père, il est bénévole pour un organisme ici. Ma mère, elle, c'est avec les dames qui ont un diagnostic de cancer. OK. Mon frère, il est entraîneur et tout. Mon autre frère aussi, il aide les gens à sa façon. Donc, sans travailler dans le domaine, c'est quelque chose de famille aussi. Une très grande famille Fait que altruiste. même sans Exact. cet intervenant-là au secondaire, c'est quelque chose qui était bien ancré dans Définitivement. toi dès le Oui, début. oui, là. définitivement. Super. Et de ton Ouais, côté? Moi, de mon côté, un peu, j'ai toujours su, tu sais, moi, quand j'étais au primaire, j'étais le petit gars qui aidait tout le monde dans la classe, à finir ses devoirs et tout ça. J'ai toujours été un peu, on peut dire, aidant naturel, là, où j'ai toujours eu... Généreux de toi-même. Ben, ou une facilité aussi avec, des fois, c'est ça, là, les jeunes plus difficiles et tout ça. Sans savoir que plus tard, j'allais faire de la relation d'aide. Moi, initialement, j'étais plus orienté à faire de la science politique. C'était plus comme vers ça que je m'en allais. Puis, est arrivé un événement dans ma vie qui m'a amené à refaire un bel exercice d'introspection. Puis là, à me questionner sur, OK, qu'est-ce que je veux fondamentalement? C'est quoi ma voie dans tout ça? Puis, l'idée de la relation d'aide faisait toujours partie. Fait que là, je me suis inscrit par la suite là, dans une formation en travail social au cégep de Saint-Jérôme, d'ailleurs. OK. Puis là, ben, ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à travailler avec la clientèle en situation d'itinérance.
C'est vraiment un concours de circonstances. Moi, en fait, à la fin de mon parcours académique, j'avais un stage, en fait, là, j'avais été jumelé avec ce milieu-là. Moi, je n'étais pas quelqu'un de je suis très ouvert, je suis très, oui, je veux travailler avec plein de types Ça de me dérange clientèle pas. différents, c'est ça. Puis, sans même savoir, mais j'avais une enseignante là-bas qui me disait, c'est la beauté de la clientèle en situation d'itinérance, c'est que t'aimes les cas complexes, t'aimes justement travailler autant avec les hommes, les femmes, des plus vieux, des plus jeunes. Fait que tu touches un petit peu à tout quand tu es en proximité de cette clientèle-là. Puis là, un peu, c'est ça, comme Will, moi aussi, le concours, j'ai fini mon stage, puis là, je suis tombé en amour avec la clientèle, avec l'organisation, avec la philosophie aussi, là, qui est amenée par notre directeur François. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment un peu un concours de circonstances qui m'a amené vers là. Puis, il y a quelque chose aussi de... Je pense que quand on travaille dans un domaine de relations d'aide, on veut s'engager à contribuer à aider nos Oui. communautés à diminuer justement la souffrance à laquelle on fait face au quotidien. Puis c'est ça. Puis il y a quelque chose... Il y a quelque chose avec cette clientèle-là qui est, comment je pourrais dire, qui est unique, qui est vrai. Il y a du vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Puis ils ont du vécu, ces Puis ils ont gens-là, du oui. vécu, beaucoup de des choses à vécu, ces apprendre, gens-là, oui. beaucoup de résilience aussi. Souvent, je dis à la blague, j'espère que je vais leur avoir été utile de par le travail, l'accompagnement qu'on fait, autant qui m'ont permis de revoir ma perspective des choses, parce qu'on apprend beaucoup aussi, là, évidemment, de ces personnes-là, quand on les écoute pour de vrai, puis qu'on prend le temps avec eux. Et on est vraiment plus dans quelque chose d'égalitaire, quelque chose de plus, on apprend de part et d'autre, puis on s'amène à se réfléchir. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de... C'est ça, c'est notre paye, c'est quand ils viennent nous voir de j'ai mon logement, je commence ma job, nanana, OK, comment tu vois ça? Puis fait que toute cette de recueillir, si on veut, les fruits de notre travail. Ouais, puis leur surtout, travail aussi. c'est leur travail, mais c'est surtout d'être... Parce que vous semez des petites graines aussi, là. Fait que c'est C'est de ça. voir ça éclore, puis de... Ça doit Tu- nous donner Tes un fruits, sentiment là. de bien-être et de Ben oui. fierté. Ah oui, on est extrêmement privilégiés d'être témoins de ces réussites-là. Puis tu le disais bien, Geneviève, l'idée du « on sème des graines », je le dis souvent, je fais souvent le parallèle de un intervenant, c'est un peu comme un jardinier. Fait que, des fois, quand tu accompagnes quelqu'un, tu es au moment où on sème les premières graines. Des fois, on rencontre la personne dans son parcours de vie, puis on agit plus comme étant... On arrose la plante qui est après fanée. Puis à certains moments, on est là, comme témoin privilégié. C'est pas nous qui récoltons les fruits, mais c'est la personne qui récolte les fruits de ses succès. Mais là, on est On voit témoin. les fleurs ouvrir. On voit là. exactement. Ouais, En c'est première loge. Première loge, Ouais. effectivement. Ouais. Puis il y a combien de personnes au total dans les 3 points de service qui travaillent? J'imagine que toutes les personnes qui Devait travaillent être avec beaucoup, vous, là. ils ont la même passion, les mêmes attraits pour ce travail-là, les mêmes qualités que ça prend aussi. Vous êtes combien à partager ça? On est, là, au dernier chiffre, c'est 87 employés répartis dans 3 points de service. Dans 3 points de service. Fait que ça inclut autant les gens, direction, équipe de gestion, que les intervenants sur le plancher. C'est une très belle équipe, c'est quand Ouais. même... Est-ce qu'on prévoit beaucoup d'embauches? Savez-vous si... J'imagine que l'équipe diminuera pas. Non, c'est l'équipe pas fait va pour en ça. augmentant, l'équipe ça va en augmentant, ne fait j'imagine. qu'augmenter, effectivement, Mhm. là, surtout avec l'avenue du 60 logements. Je vous parlais du côté de la Nodière, là, avec le Prisme, donc le nouveau Ouais. programme. Là, évidemment, on a besoin d'intervenants puis d'infirmiers, d'infirmières là, pour le volet santé mentale. Fait que, oui, non, c'est ça. On est en constante croissance. Puis là, c'est ça. Avec le 60 logements qui arrive, bien évidemment, il va y avoir aussi un volet, il va y avoir des intervenants psychosociaux qui vont pouvoir là, répondre aux besoins des personnes qui vont être hébergées. Donc, c'est ça. C'est en constante croissance. Puis si jamais vous auriez un message à dire aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, Ouais. autant les gens qui jouent au bingo, qui ne savaient même pas, notre clientèle qui ne savait pas que... Vous étiez qui? Ouais, Vous c'est ça étiez qu'on- qui, puis ils ne savaient pas qui vous aidait en venir jouer au bingo. Ceux qui n'osent pas au bingo, bref, à tout le monde. Ouais. Ça serait quoi le message que vous auriez à leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la population? Ben, première des choses, un grand merci autant à vous qu'à la population.
En venant jouer au bingo, toute l'aide que les gens nous apportent, on ne pourrait pas fonctionner sans cette aide-là. Puis aussi, plus particulièrement, si les gens veulent comme aider davantage cette situation-là, le petit conseil, on s'en est parlé un peu avant, Oui. qu'est-ce que les gens ils peuvent faire? S'instruire sur l'itinérance, que ce soit à travers un livre, écouter des podcasts, se renseigner sur les différents acteurs, organismes dans la communauté autour d'eux, ou même aussi simple que la prochaine fois qu'ils croisent quelqu'un qui semble vivre une situation de la sorte, prendre un petit 2 minutes de sa journée, s'asseoir avec, discuter, t'es juste « Salut, comment tu vas? Hey, bonne journée, prendre soin de toi ». Ça peut avoir un énorme impact dans la vie de cette personne-là. Donc, c'est ça, se renseigner un peu, essayer de déconstruire parfois l'idée que les gens ont de l'itinérance. Arrêtez d'écouter les nouvelles. Exact. Comme on disait tantôt, c'est des gens auxquels, moi, j'imagine pour Sam aussi, j'ai énormément appris de ces gens-là. Donc, ça, notre petit conseil, je pense, de la journée. Oui, effectivement. Je rejoins William dans le message. Fait qu'un grand merci. De par vos dons, vous contribuez concrètement à aider des jeunes, autant des jeunes, des personnes qui vivent des situations beaucoup plus difficiles, qui souvent ont perdu le rêve, en fait, qui se questionnent plus. Bien là, de par ce financement-là, bien, ça nous permet d'avoir des actions concrètes, de pouvoir permettre à des gens qui souhaitent déployer des projets d'avenir, bien, de pouvoir les entamer plus rapidement possible. Donc, vraiment, un grand merci. Puis je rejoins William aussi par rapport au petit conseil. C'est juste de jamais perdre de vue que c'est un être humain que vous avez en fait devant vous. Petite anecdote rapide. Moi, j'ai travaillé aussi à la halte chaleur quand j'ai commencé, fait que plus contexte de nuit et tout. Puis à la halte chaleur, c'est vraiment les chroniques de chez Chronique, les plus désaffiliés qu'on accueille. Okay. Puis moi, à un moment donné, j'avais questionné, j'étais un curieux de nature, puis je voulais saisir, qu'est-ce qui est le plus difficile, pas qu'est-ce qui est le plus difficile, mais comment tu fais, pour aller dormir en arrière d'un container, c'était comme, je voulais essayer de saisir, qu'est-ce qui amène un être humain, à aller vers ça. Puis il m'avait répondu, Sam, il dit le pire, il dit, ce qui est le plus difficile, c'est pas nécessairement d'aller dormir dehors à moins 30. Il dit, c'est quand je suis assis dans la rue, mais je suis l'équivalent du tas de marde que les gens contournent quand ils marchent sur le trottoir. Fait que, dans le sens que, puis ça m'a beaucoup marqué parce que faut pas perdre de vue que c'est des êtres humains. Faut pas perdre de vue, justement, que c'est quelqu'un qui vit une situation pas nécessairement facile, qui est une situation qui est réversible, c'est-à-dire que c'est pas une fatalité. Puis, faut juste, comme William dit, prendre le temps, des fois, juste de dire un bonjour, de demander comment ça va, de demander aussi le nom à la personne. Ça le rend plus humain. Ça le rend définitivement plus C'est humain. une situation qui peut arriver à n'importe qui oui, aussi. Absolument. On n'est pas itinérant. Puis, non, c'est ça. Il y a personne qui naît itinérant. C'est une situation. C'est sûr que nous, suivant le podcast, qu'on va mettre des liens sur nos réseaux sociaux, de votre organisme, et 2, justement, si vous avez de votre côté là, des petits clips ou des petites affaires qui peuvent aider les gens. la façon... mettre en description en dessous. Ça, où ils peuvent aller porter leurs dons. Excellent. Si vous avez besoin d'aide, là, ben, on va être là aussi pour vous aider. Ben, merci, c'est super apprécié. Ben, ça fait plaisir. C'était vraiment super intéressant, les gars. Merci énormément d'être venus. Moi, j'ai appris énormément. Jen aussi. Puis je suis sûre que tous les gens qui vont écouter le podcast, qui vont regarder, on va énormément apprendre aussi. Là. Puis c'est vraiment... On parle d'humanisme. Puis je pense que c'est la base de ce que vous faites. Puis c'est la base... C'est tout ce qu'il faut retenir. Je pense que c'est vraiment important. Puis... Que chaque dollar compte. Puis qu'un bonjour, aux personnes en situation d'itinérance, ça peut avoir un plus grand impact que ce qu'on peut croire. Absolument. Parce qu'être nourri, mais pas être reconnu en tant qu'humain, puis que personne, ça peut être pire, je pense, là-dedans. On vous remercie beaucoup, les gars. C'est vraiment super merci gentil. À vous pour vrai de l'invitation. C'est vraiment cool. Puis vraiment, je trouve que c'est une super belle initiative de votre part d'inviter les organismes communautaires, qu'on puisse partager ce qu'on fait. Je trouve que plus on se parle, mieux c'est. Donc, plus la population est au fait aussi de ce qu'on fait. De notre côté aussi, les organismes, on les connaît par le nom, on les connaît par les gens, mais des fois, on ne connaît pas le day-to-day de ce que vous vivez ou de ce qui se passe. Puis pour nous aussi, ça va nous en apprendre. Pas juste à notre clientèle qui nous regarde et qui nous écoute, mais je pense que ça va nous rendre plus humaines de notre côté aussi. Oui, absolument.
Hey, ben cool, merci. beaucoup. beaucoup.